c'est un grand honneur pour nous, donc on les en remercie. Juste pour vous dire rapidement qu'il y a des programmations de spectacles, il y a aussi beaucoup d'activités sur place. Il y a plus d'une vingtaine d'associations qui sont adhérentes et qui organisent également des activités ici. On a quelques flyers qu'on peut vous laisser en partant. On a aussi un site Facebook et on essaye de mettre des affiches et d'installer une communication sur le tableau. Difficile d'informer de tout ce qui s'y passe, mais si ça vous intéresse, vous pouvez également laisser votre mail, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Et on vous tiendra informé des multiples activités qui se passent ici. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout à l'heure. Merci Kevin. Donc moi je suis Patrick, je suis le metteur en scène du spectacle. Donc je vais vous conseiller de rallumer vos portables à la fin du spectacle. D'accord? Vous l'avez déjà éteint? Madame, vous l'avez éteint dans votre manteau? Il a sonné tout à l'heure. J'ai déjà remarqué. Bon. Donc c'est leur première. Aux comédiens que vous allez voir là, c'est la première fois qu'ils vont jouer ce spectacle. Donc je vous demande toute votre écoute, votre bonne attention, votre bienveillance pour les aider à sortir ce spectacle devant vous ce soir. Écoutez, excellent spectacle à tout le monde et que le spectacle commence. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à nouveau, messieurs, dames, bonsoir. Merci. C'est beau, le début, le silence, quand ça commence, quand tout commence. Une accoucheuse qui avait acquis son art à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Paris. Délivra le 13 janvier 1622, un très aimable Madame Poquelin, né Cressé, âgé de 20 ans. D'un premier enfant de sexe Masculin. Attention, bébé! N'oubliez pas qu'il est né avant-terme. la mort de ce bébé serait une perte immense pour notre pays. Mon Dieu, Madame Poquelin en fera un autre. Madame Poquelin n'en fera jamais plus de semblable. Et aucune dame de France n'en fera de semblable avant un certain nombre de siècles. Vous m'étonnez, monsieur. Comme je vous le dis, madame. Comprenez bien, madame, que dans 3 siècles, on se souviendra de vous parce que vous aurez tenu dans vos mains le fils de monsieur Poquelin. J'ai tenu dans mes mains des enfants plus illustres. Mais qu'entendez-vous par ce mot illustre? Ce bébé deviendra plus célèbre que le roi régnant Louis XIII. Plus renommé que le roi suivant, et ce roi suivant sera appelé le roi Soleil. Les mots de cet enfant seront traduits en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en hollandais, en anglais. En danois, portugais, polonais, turc, russe. Est-ce possible, monsieur? Ne m'interrompez pas, madame. En grec. Mais non, pas les Grecs. Si, en grec moderne, en suédois, roumain, tchèque, japonais, javanais, arménien et arabe. Madame, vous me stupéfiez. Voilà l'homme que deviendra ce nourrisson. Comprenez bien que cet enfant que vous mettez au monde aujourd'hui dans la maison des Poquelins n'est autre que monsieur Attention, je vous en prie. Il respire, il vit. Le 15 janvier 1622, il fut baptisé à l'église de Saint-Eustache et prénommé en l'honneur de son père, Jean-Baptiste. Tous les voisins félicitèrent les Poquelins. Et la corporation des tapissiers sut qu'un nouveau tapissier
commerce de fauteuils et de tapisseries s'occupait également de prêts d'argent à des taux confortables. Et qui avait tendance à saler les Ah, mais intérêts. ça... Et qu'en peignant cet horrible gricou d'Harpagon... Oh là! Moins de bruit, s'il vous plaît. Harpagon, c'est dans quelle pièce, ça? C'est bien de Molière. Ouais. Dans quelle pièce? Quelqu'un le sait? Bien, madame. En combien de dates? Ah. 5 actes. Et en quelle année? Ah, question piège. 1600, ça va. 68. Non, 68. Voilà, en Ah, septembre. bravo. Et quand... J'en étais, moi. Ah, et qu'en peignant cet horrible gricou d'Harpagon, Molière mit en scène son cher père. On dit ici tout à l'heure, et qu'on n'explique pas. Alors qu'on détale de chez moi, maître Juré Filou, régimier de potence. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Mais pourquoi me chassez-vous? C'est bien un papandard à me demander raison. Sors vite que je ne t'assomme. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en dans la rue, ne sois pas là tout le monde dans ma maison planté comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux plus avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître, le regard mauvais, assiège toutes mes actions, dévore ce que je possède, et furettes de tous côtés, pour ça, s'il n'y a rien à voler. Mais comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Elle te voit un homme volable lorsque vous renfermez toutes choses et faites un sentinelle le jour. Je renferme ce que bon me semble, fais sentinelle comme il me plaît. Voilà pas des mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il y ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne sortais-tu pas de l'homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, pourquoi je ne dis pas cela? J'enrage. Je demande si, malicieusement, je n'aurais pas faire pour le bruit que j'en ai. Mais comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Elle te voit un homme volable lorsque vous renfermez toutes choses et faites un sentinelle jour et nuit. Je fais sentinelle comme au bon me plaît. Mais ne voilà point de deux mouchards qui prennent garde de ce qu'on fait. Enrage. Je demande si machinalement tu n'aurais pas faire courir le bruit que j'en ai. Mais peu importe que vous en ayez ou que vous en ayez pas, si c'est nous pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement de par les oreilles. Encore une fois, sors d'ici. Eh bien, je sors. Attends. Ne m'emporte plus rien. Mais que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Mais voilà. Les autres. Les autres. Oui. Et voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Ces grands mots de choses sont propres à devenir des receleurs, des choses que l'on dérobe. Et je voudrais qu'on en nous sépare quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Peste sur les avarices et les avaricieux. Comment que dis-tu des avarices et d'avaricieux? Ce que je dis, Oui. je dis que la peste soit des avarices et des avaricieux. Et de qui veux-tu parler? Ah, des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des lâches. Et qu'est-ce que tu entends par là? Mais de quoi vous mettez-vous en peine? Mais je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu penses en disant cela. Je parle à mon bonnet. Moi, je pourrais bien parler à ton bonnet. M'empêcherez-vous de me dire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne.
saurai si tu parles. Qui ça sent mauvais? Qui ça me chante? Docteur Actu! Oui, malgré moi. Ah! Tenez, voilà une poche, voyez vous-même. Allez, rends-le-moi sans te fouiller. Mais quoi? Ce que tu m'as pris! Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément! Assurément. Adieu, ça me tient! Non, je ne veux pas croire ces ragots de bonne femme. Molière n'a jamais trahi la mémoire de son père, ce n'est pas moi qui le ferai. Dans les chambres du premier étage régnait la mère. On entendait le bruit de sa toux perpétuelle et le froufrou de ses jupes. Madame Poquelin était, comme on dit, une femme solvable. Ses armoires étaient remplies de robes coûteuses, d'étoffes florentines, de linge de la toile les plus Commode renfermait des colliers. Les bagues étaient ornées d'émeraudes. Les bracelets avaient des brillants. Il y avait des montres en or et de l'argenterie de prix. Quand elle priait, Marie égrenait un chapelet de nacre. Elle lisait la Bible et l'auteur grec Plutarque. Les jours coulaient ainsi, paisibles et heureux. Poquelin père s'enrichissait. 3 autres enfants étaient nés. Lorsque brutalement, en 1632, le malheur s'abattit sur la famille. Au printemps, la tendre mère tomba malade. Ses yeux se mirent à briller, se remplirent d'inquiétude. En l'espace de quelques jours, elle maigrit de façon méconnaissable et ses joues se teintèrent de vilaines taches. Elle se mit à cracher du sang et la maison vit venir des docteurs coiffés de leurs sinistres bonnets et juchés sans leurs âmes. Le 15 mai, la douce Marie était étendue, immobile, les mains croisées sur sa poitrine. Lorsqu'on l'eut enterrée, une sorte de crépuscule permanent s'installa dans la maison. Le père, surpris dans la désolation, le fils le surprit, pleurant dans la pénombre. Puis, les pleurs cessèrent et il se mit à fréquenter une certaine famille Fleurette. Jean-Baptiste, alors âgé de 11 ans, apprit qu'il allait avoir une nouvelle maman. Une marâtre. Ma femme, approchez! Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Venez-vous ici à mon secours! Mais qu'est-ce que ce donc qu'il y a, mon petit-fils? Oh, mamie, Mon ami. on vient de me mettre en colère. Hélas, petit mari, comment donc, mon ami? Votre coquine de toilette est devenue plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc pas. Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une insolente. Vous savez, mon cœur, ce qu'il y a né? Oui, mon cœur. Elle a tort. Cette coquine-là me fera mourir. Et là. Elle est cause de toute la bile que je fais. Il faudra plus de 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout ceci. Apaisez-vous donc un peu, mon ami. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Pauvre petit-fils. Pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Non, mon ami, ne parlez pas de tout cela. Je ne saurais souffrir cette pensée. Et seul le mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit de parler pour cela à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Mais
guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de bonne foi, approchez. Prenez donc un siège. Ma femme m'a dit, monsieur, que vous étiez fort honnête homme et tout à fait de ses amis. Je l'ai chargé de vous parler pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de vous parler de ces choses-là. Mais monsieur, expliquez vos intentions et le dessein où vous êtes pour elle. Et j'ai à vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien laisser à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Vous seriez en pays de droit écrit, cela pourrait. Mais à Paris, la disposition serait nulle. Voilà une coutume bien impertinente, qu'un mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement et qui prend de lui tant de soins. J'aurais envie de consulter mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point des avocats qu'il faut aller. Ils sont sévères là-dessus. Ils s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en faute de la loi. Il y a d'autres personnes qui ont des arguments pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éluder la coutume par quelques avantages indirects. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses, sinon nous ne ferions rien et je ne donnerais pas un sou de notre métier. Ma femme m'avait dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Comment puis-je faire pour lui laisser mon argent et en frustrer mes enfants? Comment vous pouvez faire? Vous pourrez choisir doucement un ami intime de votre femme, à qui vous donnerez par votre testament tout ce que vous pourrez. Et cet ami ensuite lui rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations auprès de divers créanciers qui prêteront leur nom à votre femme et auprès de laquelle ils feront leur déclaration que ce qu'ils en ont fait n'a été que pour lui faire plaisir. Vous pouvez aussi, pendant que vous êtes en vie, mettre entre ses mains de l'argent comptant et des billets que vous pouvez avoir payables au porteur. Mon Dieu, il ne faut point me tourmenter de tout cela. S'il vient, faute de vous, alors je ne veux plus rester au monde. Mamie, Et si je suis assez malheureuse pour vous père, ma chère femme, je ne veux plus rester au monde. maman, Et je suivrai vos pas pour vous faire connaître la tendresse oh, que j'ai pour vous. vous me fendez le cœur, mamie. Ces larmes sortent de ses gens et les choses n'en sont point encore là. Ah, mon ami, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari honnête, autrement. Tout le regret que j'aurai si je meurs, c'est de n'avoir point un enfant de vous. Monsieur Purgon m'avait dit qu'il m'en pourrait faire un. Cela pourra venir encore. Il faut faire mon testament, et de la façon que monsieur dit. Mais par précaution, je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs qui sont dans le lambris de mon alcôve, et 2 billets payables aux porteurs qui me sont dus, l'un par monsieur Damon et l'autre par monsieur Gérante. Non, ne parlons point de tout cela. Et combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? 20 000 francs, mamie. Non, je ne veux pas de bien. De combien sont les 2 billets? Ils sont, m'amour, l'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, mon ami, ne sont
testament. Oui, mais nous saurons mieux dans mon petit cabinet. Conduisez-moi, maman, je vous prie. Allons-y, mon petit-fils. Pour moi, tout cela est faux. Rien ne prouve que Molière ait représenté sa belle-mère dans le personnage de Mélie, et que Catherine, Poquelin et Fleurette se soient mal conduites à l'égard de Jean-Baptiste. Il est vrai que Catherine fut une seconde épouse sans haine qui remplit sa tâche sur la terre. L'année qui suivit la noce, elle accoucha d'une fille du nom de Catherine. Et 2 ans plus tard, d'une autre qui fut prénommée Marguerite. Ça nous fait donc 6 enfants dans cette famille recomposée. Et voilà qu'à la lueur des bougies paraît un monsieur d'apparence bourgeoise. Son prénom est Louis, son nom Cressé, il est le père de la défunte Marie. Le grand-père et le petit-fils étaient tous deux fous de théâtre. La maison des Poquelin était située dans le très bruyant quartier. Et là, Marie engraissait, obéissait et se répandait de partout. Et alors? Monsieur! Vous avez pas vu monsieur? C'est mon maître et je suis toujours en train de le chercher. Parce qu'il a une espèce de bonnet qui lui rentre sur le nez, presque il voit rien, et il se cache dans les placards en plus. Alors je le cherche, ou alors il sort, parce que de temps en temps il peut être un peu Alzheimer, hein. Monsieur! Je suis là! Ah, enfin! Je suis là! Ah, monsieur! Oui, c'est moi! Je viens vous apprendre une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle! Je vous amène le plus habile médecin du monde qui vient des pays étrangers Un étranger! et qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute va guérir ma cousine. Ah, il veut guérir ma cousine! Oh non, c'est pas votre cousine, c'est la mienne. Alors c'est votre fille. Ah, oui, c'est ma fille qui est malade! Il veut guérir ma fille! Il est si savant que je voudrais de tout cœur être malade afin qu'il me guérisse. Mais où est-il donc? Attendez, on va s'asseoir. Tenez. Mais où est-il Le donc? voilà qui me suit. Le voilà. Hippocrate dit, et Galien par vive raison, perçoit qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Très humble serviteur, monsieur le médecin, je vous envoie quérir pour soigner ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car il est soit le plus grand, le plus habile, le plus top de médecin qui soit de la faculté végétale, sans équipe et minérale. Vous m'envoyez ravi. Ne vous imaginez pas qu'il soit un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortants de médecine. Des talents particuliers. Des secrets. Mais encore, voyons un peu. Mais c'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Il aime pas. Il sangré del padre et de la figlia ne sont qu'une même chose. Et par l'altération du père, il peut connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus. Oui, je suis là. Monsieur Gorgibus. Oui, c'est moi qui suis là. Ah,
messieurs Gorgibus, y aurait-il moyen de voir l'urine de l'égrotante? Oui, dame, Sabine. Oui, dame. Avez donc rire de l'urine de ma fille? Oui, dame. Monsieur le médecin, j'ai bien peur qu'elle ne meure. Ah, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance de la médecin. Ma précieuse. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur et grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Ne vous étonnez pas de cela. Les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Mais moi, qui suis un médecin hors du commun, y est la vanne. Car avec le goût, je discerne bien mieux les causes et les suites de la maladie. Mais à vous dire la vérité, il n'y avait pas assez pour asseoir un bon yuyement. Pour la faire encore pousser. Pison, 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 pison. J'ai bien du mal à la faire pisser. C'est tout ce qu'on peut avoir. Elle peut pas pisser davantage. Quoi? Ah voilà bien de quoi. Messieurs Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse, c'est votre fille. Il va falloir payer de leur part une potion pissative. Qu'on la fasse encore pisser. Pisson, 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 pisson. Et lorsqu'il n'y avait pas la poire, il y avait l'hôtel de Bourgogne, avec les comédies de Rotrou. Quand il n'y avait pas l'hôtel de Bourgogne, il y avait l'hôtel de Marais, et Aurélie la tragédie, et Pierre Corneille. Et Jean Racine. Ah non, non, Jean Racine, là, il n'est même pas conçu. C'est en 1639 qu'il fera Areux. Il n'a même pas idée qu'un jour il écrira. Mourons de tant d'horreur qu'un trépas me délivre. Est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre? La mort au malheureux ne cause point d'effroi. Je ne crains que le nom que je laisse après moi. À propos d'effroi, vous savez que ce monsieur Poquelin a bien du malheur. Avec son fils? Non, avec sa femme. La pauvre Catherine Fleurette vient de mourir. Et le voilà veuf, encore une fois. Toute la boutique à faire tourner. Et cette maman y a élevé, seule, toujours seule. En ça, son mari aura pas posé. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, voilà que le fils commence à dépérir. Il soupire, mange, sans appétit, et tourne en rond dans sa bouche. Bref, l'adolescence. Il faut le laisser étudier. Et il a déjà étudié à l'école paroissiale. Mais qui parle d'école paroissiale? Ce petit doué, très doué même, il faut le laisser étudier. Et il a un bon métier, tapissier. Mais ce petit ne va pas passer sa vie à mesurer des étoffes et à planter des clous avec les apprentis qui se moquent de son bébé. Et pourquoi pas, comme son père et son grand-père. Le jeune Jean-Baptiste entra au collège de Clermont, qui devint par la suite le collège Louis le Grand. Et oui, encore lui. Il faut commencer, selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des êtres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment des voix. Et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les différences
diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. A. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Bien. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires et en écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. I. Bien. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les lèvres par les 2 points, le haut et le bas. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. 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 Très bien. C'est aux toilettes. Non, mais c'est La voix U se forme en rapprochant les dents, sans les joindre entièrement, et allongeant les 2 lèvres en dehors, les allongeant ainsi l'une que l'autre, sans les joindre tout à fait. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où bien que, si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. Bien. Que fuyons. Voyons autres lettres que sont les consonnes. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. La consonne F se prononce en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. La passion pour le théâtre. Il n'en fut rien. À la fin de ses études au lycée, Jean-Baptiste apprit à dépasser les parterres et à s'installer dans les coulisses. Il y rencontra une femme. Elle s'appelait Madeleine Léjard, était rousse et avait beaucoup de talent. Et beaucoup de soupirants. Et 4 ans de plus que lui. Si je perds bien des amants, j'en fais encore plus souvent. Et mes vœux et mes promesses ne sont que feintes caresses. Quand je vois un beau visage, soudain je me fais du feu. Mais lui, j'entends lui faire hommage, ce n'est pas bien là mon jeu. Et vous croyez que l'étudiant, ses études terminées, perdit quel avenir pour cet étudiant? Notaire? Avocat? Marchand de meubles. Mais non, tapissier du roi. Mais non, il sera comédien. Le 30 juin 1643, une convention collective solennelle fut signée entre 10 personnes fondant un nouveau théâtre. L'illustre théâtre. Ce même jour, Jean-Baptiste Poquelin cessa d'exister. Et à sa place, parut Jean-Baptiste Molière. Mais c'est quoi ce nouveau nom? Oh, un pseudonyme qui traînait dans le milieu du théâtre. Molière, parce qu'il s'accroche à tout comme le lierre. J'ai une idée.
Bah, tu la gardes, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Coquelin devint Molière. Bon, vint le jour de la première représentation de l'illustre théâtre. Bon, allez, fais l'annonce, allez, vas-y. Bonsoir messieurs, dames, bonjour Montpellier. Pardon, Boulogne. Pas de... Ce soir, Médée, tragédie en 5 actes de monsieur François Molière. François Corneille. Pierre Corneille. Non. Horreur de la nature, exécrable tigresse. Va, bienheureuse amant, cajoler tes maîtresses. Personne n'a vu ça. Monsieur, il y a la famille. Je vois Mireille, je vois Rémi, je vois... Il faut dire Maurice. qu'un prédicateur, posté dans la rue, annonçait que le diable retiendrait dans ses griffes les comédiens maudits. Et tous ceux qui iraient voir leur comédie. À sa décharge, le bégaiement de Molière dans les rôles tragiques prêtait à rire. Le mois suivant, Jean-Baptiste, poursuivi par un usurier, un blanchisseur et un fournisseur de chandelles, se retrouve en prison. Il aurait fini ses jours au cachot s'il n'y avait pas eu son père pour se porter garant. À l'automne 1645, l'illustre théâtre cessa définitivement d'exister. 3 dures années, la prison, les dettes, l'humiliation avaient terriblement changé Jean-Baptiste. Mais cet homme ne pouvait être ni notaire, ni avocat, ni tapissier. Et au plus chaud de l'été 46, un pauvre convoi quitte la capitale. Madeleine, emmitouflée dans un châle, a choisi l'aventure plutôt qu'une carrière au théâtre de Bourgogne. Les premiers temps, la vie fut très difficile pour les nomades. Il fallait dormir dans les granges, jouer dans les remises de village. Avec des chiffons sales en guise de rideau. Alors, Bonsoir. Éteignez vos portables. non, À l'époque, pardon. Ce soir, éteignez vos portables. Pardon. Ce soir, Médée, tragédie en 5 actes de Pierre Corneille. Ouais. Horreur de la nature. Excusez-moi, vous ne pouvez pas jouer. Mais pourquoi? Nos gens sont pauvres et n'ont pas d'argent à gaspiller dans vos Nous craignons que votre spectacle ne soit de nature... Nous n'autorisons uniquement que la vie des saints. et puis ils étaient très mauvais. Enfin, peut-être. Ils voyagèrent ainsi à travers toute la France, de Nantes à Bordeaux. À Limoges, Molière fut sifflé et reçut une pluie de pommes cuites tant son jeu l'avait déplu. Alors, on essaya Narbonne, Béziers, Pézenas, ce soir, mais les tragédies en 5 actes, monsieur Pierre Corneille. Et à chaque fois, c'était la même chose. La cagade pour la tragédie, mais fiasco pour la femme. Molière, ça a été jouer des rôles tragiques. Et ce bégaiement n'était pas le seul problème. Mais une absence totale d'étoffe tragique. Mais suivons la caravane. Nîmes, Avignon, le festival déjà. Et ce soir, à Aubagne, au Cercle de l'Harmonie, où nous sommes accueillis par Mireille et Kevin. En 1658, Molière et sa troupe traversent subitement toute la France et foncent sur Rouen. Depuis 3 ans, Molière a radicalement changé son écriture. Fini les farces grossières. Il écrit 2 comédies en alexandrin et en 5 actes très structurés. L'étourdi. Et le dépit amoureux, une création. Oh là là, personne.
de courage. J'en rougis de dépit. J'en suis gonflé de rage. Ne t'imagine pas que je me rende ainsi. Et ne pense pas, toi, trouver ta dupe aussi. Il faut détourner auprès de ma colère. Tu nous prends pour un autre. Tu n'as pas affaire à ma sotte maîtresse. Ardez ce beau museau pour nous donner encore envie de sa peau. Moi, j'aurai de l'amour pour ta chienne de face. Moi, je te chercherai, ma foi. On t'en fracasse des filles comme nous. Ah, tu le prends par là. Tiens, ça y chercher tant de façons. Voilà ton blanc de neige avec sa langue pareille. Il n'aura plus l'honneur d'être sur mon oreille. Et pour te montrer que tu m'es à mépris, voici ton demi-cent d'épingles de Paris que tu m'offras hier avec tant de fanfare. Tiens encore ton couteau. La pièce est richera. Il t'en coûta 6 blancs, ce que tu m'en fis donc. Tiens tes ciseaux avec ta chaîne de laiton. J'oubliais d'avant-hier ton morceau de fromage. Hein? Tiens, je voudrais pouvoir rejeter le poutaille que tu me fis manger pour n'avoir rien à toi. Je n'ai point maintenant de tes lettres sur moi, mais j'en ferai du feu jusqu'à la dernière. Pour couper tout chemin à nous rapatrier, il faut rompre la paille. Une paille rompue prend votre jour d'honneur, une affaire encore conclue. Ne fais pas les 12 yeux, je veux être fâché. Ne me lorgne point, toi, j'ai l'esprit trop troublé. Rends. Voilà le moyen de le simple dédire. Rends. Mais tu ris, bonne bête. Ah ben oui, car tu me fais rire. La peste soit de ton rire. Voilà mon courroux déjà tout dulcifié. Qu'en dis-tu? Rompons-nous ou ne rompons-nous pas? Vois. Vois-toi. Ouais, toi-même. Est-ce que tu consens que jamais je ne t'aime? Moi, tout ce que tu voudras. Ce que tu voudras, toi, dis. Je ne dirai rien. Moi non plus. Ni moi. Ma foi. Nous ferions mieux de quitter la grimace. Touche. Je te pardonne. Et moi, je te fais grâce. Mon Dieu, que tes appareils, je suis la coquinée. Oh, que Marinette est sonne après son gros René. Bravo. Dans l'immense salle des Cariatides à Paris, le 23 octobre 1658, les décors se dressent. Dans tous les sens, les acteurs s'agitent, les techniciens courent. Ils sont jamais prêts à temps. Philippe de France, 18 ans, le frère unique du roi est là. Il aime le théâtre, il la trouve sous sa protection. Il leur a promis que le roi Louis XIV serait là ce soir. Il est où? Je ne le vois pas. Et là, Ah. sur toutes les mains éclatent des feux de diamants. Oh, toute la cour, toute la garde est dans la salle. Là, à côté de Philippe de France, dans un fauteuil, ce jeune homme d'une vingtaine d'années. C'est celui qui a gardé le chapeau? Oui. Un lèvre inférieur avancé à d'une moue capricieuse. Regardez derrière, il y a les acteurs royaux de l'hôtel de Bourgogne. Ils sont tous là. Même Madame des œillets, célèbre par sa légende. L'heure est dessous. Pas possible. Ce soir, nous commettre tragédie en 5 actes de M. Pierre Corneille. Seigneur, je vous l'avoue, il doit m'être bien doux. Une perplexité croissante s'empara de la salle. Quelqu'un risqua un tout sautement. Puis il y en a eu un autre, et un troisième. Tous les acteurs savent ce que cela veut dire. Puis là, les chuchotements. Des échanges de regards étonnés. Elle est charmante, cette Duparc. Quant à Molière, Oh, il n'est pas mauvais, mais il a une drôle de manière de dire les vers. On dirait de la prose, comme Sénat. Bon, c'est terminé, là. Molière parut sur la scène. Des perles de sueur gouttaient sur son front.
Son seul désir était de divertir leur majesté. Il faudrait jouer une petite farce. Ce n'est qu'une bagatelle digne d'attention. Mais la province a beaucoup ri. Qu'en pensez-vous, jeune homme? Le jeune homme acquiesça d'un geste poli. Et à la première réplique, ce ne furent que des rires. Et tandis le jeune homme superbe se balançait sur le dos de son fauteuil. Et essuyait, sanglotant, les larmes de ses yeux. Les acteurs de son Altesse obtiennent la salle du Petit Bourbon. Ouais. Et une rente de 100 livres par comédien. Ouais. Alors là, les promesses n'ont tenu. Déjà à cette époque, les acteurs ne virent jamais un sou de cette rente. Et le public déferla au Palais Bourbon pour voir ce monsieur Molière et la beauté de mademoiselle Duparc. Molière représenta successivement 3 pièces de Corneille. Rodogune, déjà le titre. Le cygne, nous partîmes 500. Le public s'insurgea et l'on vit un bouillant spectateur lancer une pompe à la tête de Molière. À la suite de cette hardiesse, une idée lumineuse se fit dans son esprit. Une nouvelle comédie, Une farce sur les mœurs et coutumes du Paris d'aujourd'hui, avec des mignons marquis. Et des habitués des premières théâtrales. Et des femmes qui, en s'embrassant, s'appellent mutuellement ma précieuse. Conversation. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. De la galanterie! De la galanterie! Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il est fait un peu crotté, mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est dévote. Oh, hélas! Nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être, et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces à choisir. Et certains autres qu'on nous a nommés pour être les habiles souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite, et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Et mon Dieu, nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié, car enfin, il faudra avoir connaissance de tous ces messieurs-là si vous voulez être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de 100 choses, on apprend
rembarra chaque jour les petites nouvelles galantes, Les jolis commerces de prose et de vers. On s'est à point nommé, un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Une telle a fait des paroles sur un tel. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. Monsieur un tel écrivit hier soir un... Chic-ça. Ah oui, c'est que ça, à mademoiselle une telle, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les... Twitter. Ah oui, Twitter. Et quant à moi, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne qui se pique d'esprit ne sache pas jusqu'au moindre petit Quatrain. de ce qui se fait chaque jour. Et quant à moi, j'aurais toutes les hontes du monde si on vient à me demander quelque chose de nouveau que j'aurais vu, que je n'aurais pas vu. Ah, si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qu'il se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie des beaux esprits. Et je vous promets qu'il ne se trouvera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux. Et vous verrez de ma façon courir dans les belles ruelles de Paris 200 chansons, autant de sonnets, 400 épigrammes et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Il n'y a rien de si galant que ceux-là. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont point. Qui sait? Mais je sais pas. Qui sait? Mais je sais pas. Qui sait? Mais je sais pas. Quant à moi, j'aime terriblement les énigmes. Cela exerce l'esprit. Et j'en ai fait 4. Encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier. Et je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine. Ah non, ça c'est pas les Romains, les Égyptiens. Non, C'est l'histoire romaine. c'est tout en café, c'est tout en café. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je vis hier chez une duchesse de mes amies que je pus visiter, car je suis diablement fort en impromptu. L'impromptu est la pierre de tout ce dans l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Ha ha! Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Mon Dieu, Bravo. voilà qu'il est poussé dans le dernier galop. Tout ce que je fais semble cavalier. Cela ne sent point le pédale. Il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh oh! Voilà qui est extraordinaire. Oh oh! Comme un homme qui s'avise tout à coup. Oh oh! La surprise. Ah, Ah oui, j'aimerais mieux avoir fait ce oh oh qu'un poème épique. Dieu, vous avez le bon goût. Ah, et je ne l'ai pas tout à fait mauvais. Il semble que ce ne soit rien. Mon Dieu, que dites-vous? Cela ce ne sont là que de sortes de choses qui ne se peuvent payer. Et n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de ma sorte. Oh, je n'y prenais pas garde. 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 Bravo. Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde.
C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer, je vous observe, je vous contemple, votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot, tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait. Il semble que ce soit un chat qui vient de prendre une souris. Ah, il ne se peut rien de mieux. Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Au voleur, au voleur! Il semble que c'est un homme qui crie et court après. J'ai plus le chapeau, mais pas volé. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Il faut que je vous dise l'air. Tout cela, ça a un cours spirituel également. Ah oui, ah oui, ah oui. Il faut que je vous dise l'air que j'ai fait là-dessus. Vous avez appris la musique? Ah, moi, pas du tout. Comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tout sans jamais avoir rien appris. Les pouvoirs parisiens et la représentation des précieuses fut interdite. Les bourreaux, mais qui a bien pu faire ça? Votre Majesté, les précieuses sont simplement une joyeuse comédie. Votre Majesté, en homme de bon goût et de grand bon sens, autorisera, j'en suis sûre, cette amusante bagatelle. Les précieuses n'ont pas lieu de s'offenser. On n'y représente que le ridicule de leurs imitatrices. Alors le roi vit la pièce et autorisa la représentation. Ouais! Oui? Dis donc. On repasse une fois. Excellent. Bravo. Excellent. Bravo. Bravo. Mais l'affaire des précieuses avait attiré sur Molière une attention particulièrement Insistant. Et Molière, à cette époque, eut tort d'écouter les ragots qu'on disait sur lui. C'est Armande qu'il va épouser. Elle a 18 ans. Et lui? Un vieillard. Mais non, il a au moins 40 ans. Non, 50. Mais c'est la sœur ou la fille de Madeleine? Et le père, c'est... C'est Élomire. Ah. Élomire. Molière, Élomire. Ah! Élomire, aux yeux enfoncés, au visage blême. Ça grosse tout aux oreilles. Les oreilles sont toujours près des cornes. Les cornes sont toujours près des oreilles. Mais j'aurais des cornes, moi. Marie à une jeunette, c'est chose très certaine. Vous en êtes du moins en puissance certaine. Il m'est venu, depuis un moment, des petits scrupules sur le mariage. Mais avant de m'engager plus avant, je voudrais qu'on m'explique un songe que j'ai fait cette nuit. Vous savez que les songes sont comme des miroirs qui reflètent tout ce qui doit nous arriver. Chiribiri, chiribida, chiribiri, chiribida. Ah, voici les Égyptiennes. Je vais me faire dire par elles ma bonne aventure. Par ici, n'a pas d'aventure. Par ici, n'a pas d'aventure. Elles sont gaillardes. Mais dites-moi, toutes les deux, pouvez-vous me dire ma bonne fortune? Mais oui, mon bon monsieur. Et nous voici deux qui te la diront. Tu n'as seulement qu'à nous donner ta main avec la croix dedans et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Tenez, les voilà toutes les deux, avec ce que vous me demandez. Oh, tu as une bonne physionomie. Bonne physionomie. Oui, bonne physionomie. Physionomie d'un homme qui sera un jour quelque chose. Tu seras marié avant qu'il soit peu. Bon monsieur, tu seras marié avant qu'il soit peu. Tu épouseras une femme gentille. Une femme gentille. Une femme qui sera aimée et chérie de tout le monde. Une femme qui te fera beaucoup d'amigos, mon bon monsieur, beaucoup d'amigos. Une femme qui fera venir l'abondance chez toi. Une femme qui te donnera une grande réputation. Une
une femme. Tu seras considéré par elle, mon bon monsieur. Tu seras considéré par elle. Voilà qui vient tout au début. Mais dites-moi, suis-je menacé d'être Coco? Oui. Coco? Mais suis-je menacé d'être cocu? Chéribiri, chéribida. Qui voulait savoir si Coco ça va? Que bien, ce n'est pas là de répondre. Dites-moi, suis-je menacé d'être cocu? Coco? Oui, si je le serai ou non. Coco? Oui. Chéribiri, chéribida. Qui ça va? La peste sur ces carognes qui me laisse dans l'inquiétude. Eh bien, messieurs, mesdames, vous moquez-vous avec votre longueur. Et ne voulez-vous pas tous venir ici? Oh, la peste soit des gens. Oh là-haut, monsieur de la Grange. Yes. Monsieur de Brécourt. Quoi? Monsieur de Croisy. Betty. Mademoiselle Duparc. Oui, ça vient. Mademoiselle Béjart. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Debris. Que veut-on? Mademoiselle Molière. On y va. Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Oh. Tête bleue, messieurs. Me voulez-vous faire à manger aujourd'hui? Que voulez-vous que l'on fasse? Nous ne savons pas le rôle, laissez-nous faire enrager nous-mêmes que de nous obliger à jouer de la sorte. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Ah, mais pour moi, je vous préviens que je ne connais pas un seul mot de mon personnage. Et il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Et moi aussi. Quant à moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Vous voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Mais que diriez-vous si vous étiez en ma place? Hein? Est-il un auteur qui ne se doit me troubler lorsqu'il se présente devant le roi contre les hypocrites qui font profession de dévotion? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et vous n'auriez pas entrepris de présenter si vite cette pièce. Eh bien, ne perdons pas de temps et songeons à répéter, s'il vous plaît. Mais comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Et moi, je vous dis que vous les saurez. Et quand bien même, vous ne les sauriez pas tout à fait. Ne pouvez-vous y suppléer de votre esprit? Je suis votre servante, mais les Alexandrins ne me viennent pas comme la prose. Bon, que chacun gagne sa place. En silence. Et tâchez de ne pas vous interrompre, même si j'interviens pendant que vous causez. Oh. Allons-y. Oui, on arrive. Allons, Stipote. Allons. Que de je me délivre. Mais vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma bru. Laissez. Ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage ici. Et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. De toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, on y parle haut, et c'est tout justement la cour de roi Péto. Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule, et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Oui. Vous êtes un sot, mon fils, en 3 lettres. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Je l'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un mauvais garnement. De l'ironie, Madeleine, pas de haine, pas de haine. Et que vous ne lui donneriez que du tourment. Je crois. Voilà, sa sœur, vous faites la douce. Et vous n'y touchez point quand vous semblez discret. Mais il n'est, comme on dit, pire haut qui dort. Et vous menez sous cap un train que je hais fort. Mais ma mère... Qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur montrer le bon exemple aux yeux. Leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse que de vous voir ainsi vêtue qu'une princesse. Quiconque
à son mari veut plaire seulement, ma Bru n'a pas besoin de tant d'ajustement. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils, mon époux, je vous prierais bien fort de ne pas rentrer chez nous, sans cesse. Vous prêchez des maximes de vie qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Votre monsieur Tartuffe est Je bien. vous parle un peu franc, mais c'est la bonne humeur, et je ne vous mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on respecte, et je ne puis me mettre au courroux que de le voir querellé par un fou comme vous. Jean-Baptiste, cela va trop fort. Mais ce texte n'est pas représentable. Mais pourquoi Alors, vous savez bien que l'affaire n'est pas seulement dans la maison d'Orgon, mais qu'elle est dans l'état de la France. De l'État, mais de quoi voulez-vous parler? Mademoiselle, je ne dirai pas un mot de plus, mais monsieur Molière qui est là, c'est très bien de quoi je veux parler. Allons, Jean-Baptiste, il faut nous dire. Vous voulez que je vous apprenne pourquoi j'ai fait Tartuffe? Est-ce que je sais? Ce sont les personnages qui se sont mis à parler à ma place. Cela ne nous dit pas ce qui a pu vous déterminer. J'étais tout encoloré, et je le suis encore, de toutes les simagrées que je vois faire, tant à l'église que dans le monde. Tous ces soupirs, larmes et élancements me semblent pure singerie. Baptiste, tu veux nous empêcher de nous vautrer dans les bénitiers? Tu veux nous asseoir sur des chaises? Oh, arrête. Votre Tartuffe ne sera jamais représenté. Taisez-vous, morbleu! Et moi je vous dis qu'il le sera. Il le sera contre les dévots et leurs partis et contre les hypocrites de tout poil. Ne vous en déplaise et n'en déplaise au pape et au Saint-Sacrement. Tartuffe paraîtra dès que le roi le voudra. Monsieur le Molière, monsieur le Molière, monsieur le Molière. Pardonnez-moi, je suis encore sous le coup de la nouvelle. Monsieur l'archevêque de Paris vient de prononcer une sentence contre Tartuffe. Un attentat sacrilège et impie qui réclame le feu de l'enfer qui le dévore, lui et ses œuvres d'impiété. Sa Majesté a donné ordre de ne pas faire représenter Tartuffe au public de la ville. Et ben voilà. Et voilà. J'ai fait Tartuffe et j'ai indiqué la cabale avec l'assentiment de Sa Majesté. Je ne sais à la fin qui gouverne la France, le roi ou la cabale. La vérité est que ligoterie et sottise vont toujours de pair, et que les grands personnages sont de grands incroyants qui ne font jamais que les grimaces de la dévotion pour en tirer profit auprès des niais et des sots. Voilà le prochain texte que je donnerai. Bien fait. Sganarelle, porte-moi donc à moi. Voilà. Alors, Bon galop. Je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez que vous me permettez des disputes et ne me défendez que les remontrances. eh bien, Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer, hein? Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Oui. Vous ne croyez donc point l'autre vie? Voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous, hein? La peste soit du pape.
Voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moelle bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Encore faut-il qu'on voit quelque chose dans ce monde. Et qu'est-ce que donc vous croyez? Je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Canarelle, et 4 et 4 sont 8. Ah, la belle croyance de l'article de foi que voici. Votre croyance à ce que je vois est dans l'arithmétique. Je crois que tout en bavardant, nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Voilà donc. Oh, mon copain, mon ami. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, monsieur, et détournez à main droite quand vous serez arrivé au bout de la route. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et qu'il y a beaucoup de voleurs ici autour. Ah, je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque monde. Ah, ton ami est intéressé à ce que je vois. C'est que, monsieur, je suis un pauvre homme, retiré dans cette forêt depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel, qui vous donne toutes sortes de biens. Prie-le qu'il te donne la vie, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit que 2 et 2 sont 4, et 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Ne se peut-il donc pas que tu sois bien à ton aise? Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. De moi? Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents. Ah, voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne. Si, pourvu que tu veuilles jurer. Tiens. Tiens. Mais jure. Jure donc. Monsieur. À moins de cela, tu ne l'auras pas. Jure un peu, ce n'est pas grave. Ah, voilà. Rentre, dis-je. Mais jure, jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Tiens. Va. Je te le donne pour l'amour de l'humanité. Avec cette scène, Molière se mit à dos même ceux qui lui étaient favorables. Et Don Juan fut interdit dès la 15e représentation. Comme le misanthrope qui ne fit aucune recette. La suite, tout le monde la connaît. Molière tomba malade. Il toussait de plus en plus et crachait du sang. Il avait des accès d'humeur noire. Et les vomitifs et les saignées ne lui étaient d'aucun secours. Mais il fallait continuer, faire vivre la troupe. Et ça recommence, les grelins. Et les succès, le malade imaginaire fait salle comble les 3 premières représentations. Le 17 février 1673, jour de la 4e représentation. On est le 17 aujourd'hui, jour de l'anniversaire de la mort de Madeleine. Déjà 1 an qu'elle nous a quittés. Je suis allée entendre la messe. Il n'a pas voulu aller à l'église. Il a dit qu'il était pas bien. Il tousse. Oui, il tousse et il a passé la matinée à s'en prendre au domestique. Et ça recommence, les grelins. On y va, sans s'occuper de votre impatience. Je viens de le voir, il ne peut pas jouer aujourd'hui. Il vous l'a dit? Il refuse à muer. Il ne veut pas priver les ouvriers de la paye de la soirée. Il va jouer, le médecin lui a déconseillé, mais il n'en fait qu'à sa tête.
soir, sur la scène du palais royal, des docteurs grotesques. Et les apothicaires amplistères recevaient le bachelier. Clisterium, Donare, Postea, Segnare, Onfruta, Repurgare, Reclistare, Reclistare, Repurgare, Repurgare, Resegnare. Resegnare. 2 fois déjà, le bachelier a juré fidélité à la faculté de médecine. Et à la troisième, Molière ne répondit rien. Il eut un gémissement et s'écroula dans le fauteuil. Les comédiens hésitèrent. Puis Molière se releva. il se mit à rire et cria Duro! C'est sentimental. Il sait! Appelez-lui son manteau. Appelez-lui son manteau. Appelez-le à la maison. Bravo. Mais que fait le médecin? Pas un ne veut venir chez monsieur Molière, pas un. Vite, courez vite, allez chercher un prêtre, il sait! Il faut du fromage du parmesan. du fromage de parmesan. Il veut davantage de lumière. Vite, des bougies. Des mains tremblantes allumèrent des bougies. Il eut, Molière serait dit, il eut un soubresaut et le sang jaillit de sa gorge. Il fut pris de peur et ensuite ressentit un étrange soulagement. À la place de sa chambre, il voyait le Rhône. La boule rouge du soleil s'enfonçait dans l'eau. Il se demanda à quoi pouvait bien ressembler la mort. Il a vu entrer dans sa chambre. Faire un grand signe de croix au-dessus de sa tête. Poussé par la curiosité, il voulut la voir de plus près. Mais il ne vit plus rien. Ce soir, et nous nous sommes bien amusés. Merci beaucoup. Merci à tous. À vous. À vous. À vous. Merci.